La réunion de ce soir a pour but d'abord de saluer la sortie de ce petit livre, petit par le volume mais important par le contenu, d'Alexis Corbière et Laurent Matthéis, sous le titre provocateur « Robespierre revient ». Il ne s'agit pas évidemment du retour du spectre de Robespierre, mais du principe et des principes qui ont inspiré l'action de Robespierre en son temps, c'est-à-dire au temps de la Révolution française. Alors ce petit livre que j'ai eu l'honneur de préfacer, à la demande d'ailleurs d'Alexis, ce petit livre est un livre important et intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre comment quelque chose s'est mis en place à l'époque de Robespierre, dont l'énergie, le contenu, la dynamique possible, potentielle, la valeur symbolique même, n'ont pas épuisé le sens. Et que le titre « Robespierre revient » peut s'entendre d'abord comme un retour intelligent sur ce qu'a été la politique de Robespierre, de manière à se rendre intelligent pour comprendre la politique d'aujourd'hui. Et de ce point de vue, c'est un livre important dont je souhaite personnellement qu'il fasse l'objet de la lecture du plus grand nombre d'entre vous. Je commencerai par dire simplement deux choses. C'est que la calomnie qui poursuit Robespierre depuis sa mort, depuis le 9 Thermidor en 2, 27 juillet 1794, a connu des hauts et des bas. Nous sommes dans la période maximale de la calomnie s'agissant de la mémoire de Robespierre. Il y a eu deux épisodes où Robespierre a été voué aux gémonies. C'est la période qui a immédiatement suivi son exécution, c'est-à-dire la période dite thermidorienne, c'est-à-dire les vainqueurs de Robespierre, en quelque sorte, de droite et de gauche, qui l'ont abattu, ainsi que ses compagnons qui ont tous été destinés à la guillotine. Ça, c'était en 1794. Et puis ensuite, il y a eu une sorte d'effacement, Robespierre n'étant qu'un parmi tous les révolutionnaires, plus ou moins en odeur de sainteté, selon telle ou telle image qu'il pouvait avoir laissée. Puis, à la fin du XIXe siècle, quand on a réhabilité la République et la Révolution française, c'est au moment du centenaire de 1889, on a cherché des figures, les Grecs auraient dit des figures éponymes, c'est-à-dire des figures qui représenteraient celui ou l'individu de qui on se sentirait proche. Et les radicaux, dans la période de la République dite radicale, à partir de 1890, qui venaient de gagner les élections, se sont cherchés comme ancêtre de référence Danton. Pourquoi? Parce que nous étions dans la période de la tension franco-allemande à propos d'Alsace et du reste. Danton, c'était la patrie. Robespierre, c'était au contraire une politique sociale, des risques, la terreur, etc. Donc Aulard, qui était le grand historien d'ailleurs, professeur à la Sorbonne et qui présidait ce centenaire d'un point de vue historique, et qui était un des dirigeants du parti radical et radical socialiste, avait exalté la figure de Danton en dévalorisant la figure de Robespierre. Et puis alors a commencé, à partir des années 1950, une véritable deuxième phase thermidorienne, si j'ose dire, où il s'agissait à tout prix de dégommer la figure de Robespierre. Et cette fois-ci, au nom d'arguments qui n'étaient plus fondés sur une appréciation du rôle de Robespierre dans les batailles politiques, mais essentiellement en raison des choix de Robespierre en matière de politique sociale. Robespierre devient un roux, tout simplement, un suppôt de Staline, même pour aller à la limite du canular, et une espèce de brigand, une sorte de terroriste, un terroriste, au plein sens du terme, Robespierre devenant la figure éponyme, la figure qui incarnait le détour terroriste de toutes les révolutions, le point d'arrivée de toutes les démarches révolutionnaires. Depuis 1794, on est dans une situation où on est obligé, au nom de la dignité humaine, de la vérité historique, des choses les plus élémentaires, de la morale publique, de défendre la figure de Robespierre. On ne peut pas accepter que ainsi quelqu'un soit voué aux gémonies, calomnié, discrédité, contrairement à tous les faits et à tous les moyens que nous avons de connaître ce qu'il a été réellement. La calomnie et la médisance qui traînent à propos de la figure de Robespierre a une fonction politique, qui consiste à discréditer quoi? Le socialisme révolutionnaire. Le socialisme révolutionnaire sous toutes les formes où il a existé à la fin du XIXe siècle quand il s'est mis en place. À la fois le socialisme révolutionnaire des guédistes, autrefois,
d'autres, mais aussi le socialisme révolutionnaire comme Jaurès l'a conçu lui-même, quand, dans la production de sa pensée, qui est celle de l'évolutionnisme révolutionnaire, il dit, après avoir pensé le contraire d'ailleurs, si j'avais à choisir ce lieu auprès duquel j'irais m'asseoir aux Jacobins en 1793, il dit sous le chaud soleil de 1793, c'est auprès de Robespierre que j'irais m'asseoir. Personne ne considère que Robespierre, Saint-Just ou je ne sais trop qui étaient des surhommes. Mais ils avaient, dans des moments difficiles, ils ont su jouer un rôle important, notamment en exerçant ce que disait Claude à juste raison, ce magistère de la parole et cette présence intellectuelle et idéologique qui était si importante. Alors, pour quelle raison ce titre? Je reviens à ça parce que, pour que vous compreniez, c'est que durant cette campagne présidentielle que nous venons de vivre, la Révolution française a été est revenue au devant de la scène. Et disons-le clairement, notamment Jean-Luc Mélenchon, volontairement, dans ses discours, a nourri son discours politique de l'ensemble de ses référents idéologiques, culturels dont je parlais tout à l'heure, issus de la Révolution française. Jean-Luc Mélenchon a profité de cette campagne présidentielle pour faire applaudir le nom de Robespierre dans ses meetings, en réexpliquant le rôle politique qu'il avait joué, la figure positive qu'il représentait. Et cela a effrayé nombre de gens. Bon, on en a vu certains qui n'avaient pas attendu que Jean-Luc Mélenchon reprenne la thématique de Robespierre pour bien comprendre que nous nous réclamions de cette tradition-là de la Révolution française. Mais il y a notamment nombre de commentateurs, vous savez, ces gens que l'on voit partout, à la radio, à la télé, ils sont dans différentes chaînes. Là, notamment, je parle, mais c'est pas le seul, de Franz-Olivier Gisbert. Vous voyez qui c'est? Bon, dans Le Point, il y a eu un numéro du Point, c'était pendant, je crois, les 15 jours avant le premier tour. Le titre était La reine des riches. Et il y avait embarqué en dessous les nouveaux Robespierre. Et vous voyez, là, il y avait Jean-Luc Mélenchon avec les d'autres candidats sur une barricade avec un drapeau rouge. Et le titre de l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert, c'était « Au secours, Robespierre revient ». Point d'exclamation. Et dans cet éditorial, tout en nuances, comme sait faire M. Franz-Olivier Gisbert, il était dit que, toute proportion gardée, c'est lui qui parle, le climat qui règne en France en cette fin de campagne rappelle celui qui plombait notre pays alors que de l'autre côté du Rhin, le Troisième Reich planifiait sa guerre. Il est marqué par le même autisme, le même refus de regarder la réalité en face. On peut parler de régression intellectuelle et historique, tant, si l'on met à part quelques candidats sérieux, ont été débiles le discours et les solutions proposées. Et il terminait en disant, à ce constat déprimant, il faut ajouter les mauvais germes qui pourrissent l'ambiance dans un pays où ont toujours proliféré l'envie, cette passion eunuque, dit-il, le ressentiment social et la haine de soi. Et là, il s'exclamait, au secours, Robespierre revient. Bon, vous voyez le niveau des arguments. Dans ce même numéro, vous pourrez le consulter si ça vous amuse, il y a une photo de Jean-Luc Mélenchon en dessous marqué, et en dessous de la photo il y a marqué « La terreur ». Et puis il y a un autre article qui développe le programme du Front de Gauche dont le titre est « Mélenchon, je ne veux pas le déformer, Mélenchon ou le modèle albanais ». Vous voyez de quelle manière M. Franz-Olivier Gisbert, qui lui bien sûr est un homme sérieux, c'est pas comme nous, prend les choses. Je raconte que moi, même dernièrement, il y a 2 ans de ça, on a représenté un vœu pour une rue Robespierre à Paris. Je ne veux pas être trop long sur cette affaire, mais ce qu'il y a de singulier, au-delà de, bien sûr, la droite a été hystérique en expliquant que c'était inacceptable et il est hors de question que Paris porte les noms de ce bourreau, là c'est normal, mais c'est de quelle manière les socialistes eux-mêmes, désormais, sont opposés à une rue Robespierre à Paris. Et c'est singulier d'observer de quelle manière Bertrand Delanoë lui-même, il m'a répondu par une lettre, j'ai mis ça à la fin du bouquin, si ça vous intéresse. Regardez, c'est un document pour le coup, je ne savais pas comment faire de cette lettre. Et j'ai mis là, c'est intéressant de quelle manière les arguments utilisés aujourd'hui par Bertrand Delanoë sont les arguments que je considère ceux qui sont véritablement ces arguments forgés, notamment par François Furet, je vais en dire 2 mots tout à l'heure, et tous ceux qui considèrent que entre Robespierre et finalement les pires moments de l'histoire de l'humanité, il y a un lien, et notamment Bertrand Delanoë utilise cet argument que je trouve inacceptable, c'est il dit les Khmers rouges au Cambodge se réclamaient de Robespierre, donc ce qui est la preuve, hein, voilà pourquoi votre fille est muette, que Robespierre est un tyran, vu que je ne sais trop quel historien, même c'est même pas un historien, un journaliste a raconté que je ne sais plus quel dirigeant des Khmers rouges se réclamait de la figure de Maximilien Robespierre, voilà pourquoi je ne saurais donner. Bon, bref, tout ça est absurde. Il faut que nous, dans ce que nous faisons, nous nous donnions les moyens de faire des outils culturels, politiques, de masse qui circulent. Il faut se poser le problème de forger des outils, notamment, je pense à la télévision, qui défendent la Révolution française. Il
faut porter l'idée, moi je pense qu'il faudrait un musée de la Révolution française, il y a une histoire invisible, mais d'un endroit aussi, là, il y a des batailles à mener. Parce que qu'est-ce que c'est qui se passe sinon? Moi j'ai mené une autre bataille, vous allez dire que j'ai des petites marrantes comme ça, sur un livre d'un comédien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Laurent Deutsch, qui a sorti un livre qui s'appelle Métronome. Énorme succès, énorme, c'est le livre d'histoire le plus vendu, 1,5 million d'exemplaires. Je ne sais pas si c'est le cas dans les librairies de Nîmes, mais à Paris il en est au point. Il y a le métronome illustré, la bande dessinée et l'adaptation à la télévision. Le service public via France 5 lui a donné 2 millions d'euros pour adapter son bouquin à la télévision. Laurent Deutsch, vous avez vu ce truc? Le type est partout. Ça fait 2 ans que le livre existe. Bon. Moi, dans un premier temps, j'ai accueilli ça de manière sympathique. C'est plutôt sympa, j'aime Paris, je l'ai même acheté, j'avais pas eu le temps de le lire. Je me dis, c'est plutôt sympa que le type participe à une vulgarisation de l'histoire. Sauf qu'un jour, je regarde, il fait la tournée de nombre de plateaux de télé, il passe chez une émission chez Laurent Ruquier, et il dit qu'il est royaliste. Et il déclare chez Ruquier, et il répète la même chose dans le journal Le Figaro, il dit quand on a coupé la tête du roi en 1793, on a coupé nos racines et depuis on les cherche. Donc qu'à partir de cette déclaration, j'ai lu son livre un peu plus attentivement et je me suis aperçu qu'il y a des comités d'historiens, il y en a notamment qui s'appelle le CVUH, le comité de vigilance pour l'usage public de l'histoire, qui est un collectif d'historiens qui avait vu le coup avant que je me réveille et qui avait commencé sur ce sujet comme sur d'autres. Ils s'étaient notamment réunis, ces historiens, à l'époque où la droite voulait une loi à propos de la colonisation, où l'article 4 disait de demander aux enseignants d'enseigner le rôle positif de la colonisation. Et eux, ils avaient mis le nez dans ce métronome. Et dans ce métronome, parmi beaucoup d'erreurs historiques et d'une lecture totalement nostalgique de l'ancien régime qui était donné par Laurent Deutsch, il était notamment, j'en parle parce qu'on parle de Robespierre, il y a un moment totalement inventé d'ailleurs de la part de Laurent Deutsch, où il explique que durant la Révolution française, on a déterré dans la basilique Saint-Denis les tombeaux des rois de France, qui est un épisode historique réel, mais par contre, Laurent Deutsch place Robespierre devant le tombeau d'Henri IV, qui serait ouvert devant lui, et Robespierre, sortant un petit ciseau, couperait des poils de la barbe du cadavre d'Henri IV, qui est là depuis au moins 2 ou 3 siècles, et il s'en serait fait en quelque sorte une espèce de porte-bonheur qu'il aurait rangé dans son porte-monnaie. Tout ça est absurde, mais s'inscrit dans un contexte, comme je disais tout à l'heure, de réaction historique où il s'agit toujours, quand on parle de Robespierre, toujours de le salir, la brute, le personnage. Et ça n'est pas acceptable. Là aussi, je me suis aperçu à cette occasion que ce livre de Laurent Deutsch, félicité par tout le monde, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, lui avait remis la médaille vermeille de la ville de Paris. Alors pour le remercier de son travail, tout ça a été l'occasion d'une vidéo sur le site de la ville de Paris. Laurent Deutsch était invité dans les écoles parisiennes, dans 14 écoles parisiennes, en présence de l'inspecteur d'académie et d'élus, où on s'apercevait dans ces vidéos, tout ça est encore trouvable sur le site de la ville de Paris, que des maîtres d'écoles parisiennes, avaient fait travailler des élèves sur la base du bouquin de Laurent Deutsch, et les enfants devant la caméra expliquaient que c'était vachement sympa parce que moi avec lui on rigolait, parce que Laurent Deutsch venait en classe, etc. Quand Marine Le Pen devient présidente du Front National, le 16 janvier 2011, elle fait un grand discours dans lequel elle parle de l'histoire de France, selon elle. Et elle considère, elle dit, notre peuple est né il y a 1500 ans. Et après elle décrit les grands événements de l'histoire de France dont elle se réclame, Jeanne d'Arc, etc., Napoléon, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, et elle cite aussi les cathédrales, et après elle continue. Et il y a un événement qu'elle saute, qu'elle engendre, c'est la Révolution française. Et ça me semble important parce que c'est assez caricatural, mais c'est vision de la France contre vision de la France. Premièrement, ces gens qui disent que la France, que nous sommes nés il y a 1500 ans, font référence au baptême de Clovis en 492. Et moi je considère que l'acte de naissance de la France que j'aime, dont je me réclame, moi qui me considère aussi comme un patriote, un républicain patriote, je suis un républicain social, l'acte de naissance du pays que j'aime, de la France que j'aime, de la France belle et rebelle que nous défendons, c'est la Révolution française. Et ce qui fait sens dans l'histoire de notre pays, c'est pas la continuité, c'est la rupture. Il faut continuer à défendre, à l'heure où certains nous parlent des racines chrétiennes de la France, nous défendons, nous, les fondations républicaines de la France, et c'est pas la même chose. À l'heure où certains nous parlent d'identité nationale, de répéter que nous, notre identité, c'est une identité républicaine, qui prend son point de départ et son impulsion dans ce grand événement de rupture avec l'ancien régime qu'est la Révolution française. Et dans ce cadre-là, nous défendons notamment ceux qui en étaient les éléments moteurs, les éléments les plus clairvoyants, ceux qui ont permis que cette révolution aille assez loin, pas jusqu'au bout. Et notamment, je pense aux montagnards, aux jacobins, et notamment la figure de Maximilien Robespierre.
Oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs. Oui, nous nous souviendrons